Un, deux. Ah. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la première édition de Avis de recherche de la saison 2022-2023. Donc, l'objectif, c'est de faire connaître ce qui se fait en recherche à l'ETS. Il y a beaucoup de projets super intéressants. Et puis, tu sais, on fait partie d'une communauté universitaire de connaître ce qui se fait en recherche sans connaître l'équation 3.2, mais de savoir dans quel domaine est-ce qu'on a des activités de recherche. C'est super intéressant. Puis, on ne sait jamais, quand on a présenté, moi je travaille là-dessus, ce que, tu sais, par des fois 3 personnes interposées fait en sorte que finalement, on reçoit une opportunité plus tard ou soit un étudiant, une étudiante, ou ben non, même pour toutes sortes d'occasions. Fait qu'il faut juste semer les graines pour faire en sorte que ce qu'on fait est connu, puis ensuite, il arrive des choses qu'on n'avait pas prévues. Je vous parle rapidement de la recherche à l'ETS, puis ensuite, on va passer au programme. Donc, vous connaissez déjà bien l'ETS. Donc, 60% de nos activités de recherche conjointement avec l'industrie, puis excellent taux de placement. Donc, plan stratégique de la recherche, je ne vais pas présenter le plan au complet, là, mais juste rappeler les objectifs. Tu sais, qu'est-ce qui nous distingue à l'ETS en recherche? Notre premier objectif, c'est d'être un chef de file mondialement reconnu. Ça, lisez n'importe quel plan stratégique dans n'importe quel. Tout le monde veut être un chef de file mondialement reconnu. Après ça, c'est de décider la fin de la phrase. C'est être reconnu pourquoi? Mais à l'ETS, on va être reconnu pour l'impact concret de notre recherche. Donc, puis ça ne veut pas dire de ne pas faire de recherche fondamentale, mais quand on fait de la recherche qui se fait à l'ETS, elle a des impacts concrets, puis ça se traduit entre autres avec tous nos partenariats. Ensuite, on veut. Le deuxième objectif est intimement lié au premier, c'est qu'on veut avoir un impact concret, puis on veut former des chercheurs, des chercheuses pour le bien de la société, favoriser la science, l'innovation ouverte. Et puis, autre chose très importante, les problèmes qu'on a à résoudre sont pas simples. J'ai dit récemment, tous les problèmes faciles à régler sont tous réglés. Il en reste plus. Donc, les prochains problèmes qui restent à régler dans notre société, c'est tous des problèmes qui demandent de réfléchir en groupe avec des gens de plusieurs milieux. Et puis, on va encourager les approches interdisciplinaires, intersectorielles. Et puis, l'esprit entrepreneurial, c'est une autre grande force de l'ETS. Donc, on veut continuer de cultiver cet esprit-là. Ça, c'est le cœur du plan stratégique. Donc, au centre, on voit ce qui est notre mission, c'est de repenser, inventer, échanger, ce qui va être déterminant pour la société. Autour de ça, on a 4 enjeux prioritaires. Donc, c'est vraiment nos quatre priorités. Donc, il y a l'action climatique, la sécurité et l'accessibilité, la santé et le mieux-être, et puis la créativité, la collaboration et l'entrepreneuriat. Et autour de ça, on a tous nos domaines qui vont nous aider à trouver des solutions aux enjeux qui sont au centre. Donc, on a des chercheurs, des masses critiques de chercheurs dans chacun de ces domaines-là, donc en aéronautique, en aérospatial, en développement durable, économie circulaire et pour les enjeux environnementaux. Tout ce qui touche les capteurs, les réseaux, la connectivité, l'intelligence artificielle, les systèmes intelligents et autonomes, les matériaux innovants, la fabrication avancée. Je passe par-dessus l'ingénierie quantique, je vais revenir. Les systèmes logiciels, multimédia et la cybersécurité, les infrastructures et les milieux bâtis, et puis les technologies pour la santé. Et puis, je vais passer l'ingénierie quantique. C'est le seul domaine pour lequel aujourd'hui on n'a pas encore une bonne masse critique de chercheurs, mais c'est un domaine en émergence. C'est quelque chose que assurément on va développer dans les prochaines années. Est-ce que la recherche va bien à l'ETS? C'est probablement ce qu'on
peut voir de plus exponentiel comme cours. Là, je cherche les mots, là, mais je sais pas si j'ai juste textbook dans la tête, là, mais c'est textbook, une équation, une progression exponentielle. Donc ça, c'est le financement de la recherche, mais avec le financement de la recherche vient tout le reste, le nombre d'étudiants, le nombre de publications, le nombre de brevets. Donc, tout ça est corrélé, donc on a une croissance vraiment exceptionnelle. Et puis, autre chose intéressante, c'est qu'il y a 85% des professeurs à l'ETS qui détiennent une subvention de recherche de fonds externes. Donc, 85% des professeurs à l'ETS sont actifs en recherche. Et puis, on est 15e au Canada pour l'intensité de la recherche. On fait de la recherche en génie. La plupart des domaines de recherche vont requérir des infrastructures, des équipements. Mais au cours des 5 dernières années, c'est plus de 60 millions de dollars qui ont été investis pour nos infrastructures de recherche. Donc, si on se promène à l'école, on voit deux choses. On voit l'équivalent des cônes oranges. On voit de la construction un petit peu partout. Mais ceci est le résultat de cela, c'est qu'on a beaucoup d'équipements, beaucoup de choses qu'on modernise. Puis l'autre chose qu'on voit, c'est des équipements, des infrastructures vraiment de pointe. Et puis ça nous permet de faire de la recherche qui ne peut pas se faire nulle part ailleurs. Donc, aujourd'hui, on a 4 professeurs qui vont venir nous présenter leurs activités de recherche en 5 minutes, n'est-ce pas? Donc je suis convaincu qu'en 5 minutes, on peut réussir à expliquer ce qu'on fait puis donner le goût d'en apprendre un petit peu plus. Donc, on a Antoine Tahan, qui est professeur au département de génie mécanique. Puis j'adore le titre, les 4 défis. Donc, il faut écouter. Ça donne 1 minute par défi, puis 1 minute pour une conclusion. Ensuite, on a Janie Dufresne qui va venir nous parler des berges des rivières pour augmenter la résilience de l'approvisionnement en eau potable, qui est professeur au génie de la construction. On a Wael Jaffar qui vient nous présenter l'évolution vers la 6G, de la Terre à l'espace, qui est professeur au génie logiciel et des technologies de l'information. Et puis, on a aussi Jean-Claude Carret, professeur au génie de la construction, qui va venir nous parler qu'il faut écouter les chaussées pour les rendre plus durables. Donc, je vous laisse sur cette diapo. Pour en connaître davantage, je vous rappelle qu'il y a l'excellent magazine Substance qui est un petit peu le pendant écrit de Avis de recherche qui présente tous les projets de recherche qui se font à l'ETS dans un format vraiment accessible, vulgarisé, puis c'est vraiment intéressant. Donc, Google Substance ETS, vous allez tomber dessus facilement. Et puis, aussi, on a Avis de recherche sur YouTube, qui est des petites capsules vidéo un petit peu dans le même format où il y a des étudiants qui interviewent des professeurs pour en connaître plus sur leurs activités de recherche. Donc ça aussi, ça va être publicisé dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et puis donc il va y avoir des périodes de questions après chaque présentation. Donc j'invite Monsieur Professeur Tahan à venir présenter son avis de recherche. Ah ouais, ça marche. Et voilà. Merci. Attendez la fin avant d'applaudir. Bon, bonjour tout le monde. Heureux de vous voir. Moi, j'ai compris que le but de la chose, c'est chercher des étudiants. Alors, j'ai arrangé ça pour que ça soit un peu plus attirant que d'habitude. Si vous avez des questions, on va avoir 5 minutes pour les questions. Alors, je me présente sans trop tarder, Antoine Tahan, professeur au département de génie mécanique à l'ETS depuis fin 2003. Okay? Donc, ça fait pas mal de rapports d'impôts depuis. Et j'ai toujours deux côtés. Okay? Donc, je suis pas schizophrène, rassurez-vous, là. Mais mes travaux de recherche, par le hasard des choses, m'amènent à 2 types de problématiques. Je veux parler de la première et après ça, je veux parler des 2 autres. J'ai choisi 4 défis parce qu'il y en a plus que ça. Donc, sans trop tarder, allons-y. En passant, j'ai déjà étudié en génie civil, génie mécanique, mon doctorat est en génie électrique.
J'ai travaillé 8 ans dans l'industrie, donc voilà, ça c'est moi. Le premier projet. Alors, assemblage assisté par métrologie 3D. Je ne vous cache pas que depuis, je dirais, à peu près une vingtaine d'années, les méthodes de mesure tridimensionnelles sans contact, c'est beaucoup de choses, sont démocratisées. Okay? Donc, ça coûte moins cher et on a accès à beaucoup de données. Alors, quand on parle d'assemblage, si vous regardez par exemple un stylo, le stylo s'assemble sans besoin de trop de choses. Par contre, c'est pas le cas, par exemple, pour les avions, pour la charpente de bois, pour les autocars, pour les trains, etc., etc. Pour assembler les pièces, il ne s'agit pas juste de les mettre ensemble, mais il faut les mettre ensemble à la bonne position. Ça, c'est la clé. Historiquement, on fait ça sur des gabarits. Les gabarits coûtent excessivement cher et surtout, ils sont très rigides. Dès que vous voulez modifier quelque chose, il faut modifier le gabarit. Il faut le recertifier et puis ça coûte excessivement cher. Alors, le but de ce projet de recherche, en parenthèse, je cherche des candidates pour ça, c'est comment utiliser cette possibilité de mesure, pas pour inspecter des pièces, ça on sait faire, mais pour assembler des pièces. À ça, j'ajoute aussi les lunettes de réalité augmentée. Donc, on rêve en couleur qu'un jour, on va rentrer dans une usine et il n'y a plus de laboratoire de métrologie. L'usine au complet est un laboratoire de métrologie. Et n'importe où dans l'usine, avec la réalité augmentée, j'ai accès à l'information qui me dit si j'ai pris la bonne pièce, s'il est à la bonne place, quelle est l'erreur que je viens de faire, quelle est l'erreur que mon collègue a fait, etc., etc. C'est un projet qui roule depuis 2 ou 3 ans, mais on a encore quelques années. Et si jamais vous avez une question, est-ce qu'il y a du financement pour ça? La réponse est oui, bien sûr. C'est bon? Ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi. Cette photo-là désigne les choses qu'on peut dire complexes ou compliquées. Je préfère le terme complexe. Alors, c'est un partenaire industriel ici à Montréal. C'est un secret bien gardé. Il développe des solutions informatiques, ça fait des années. Et il a développé un module, un logiciel qu'on appelle Industrie 4.0. Vous avez certainement entendu parler de ça. Donc, il connecte, lui, sa force, il connecte les machines ensemble. Alors, tous les contrôleurs des machines, les postes d'inspection, et tout le monde dans l'usine est connecté via cette application, et ça roule très bien. Il vend partout dans le monde. Il a une succursale en Allemagne, il a toute une succursale en Inde, et la plus grande succursale est à Ville-Saint-Laurent. Donc, ça marche. Et là, il se pose la question, parfait, je collecte beaucoup de données. Quoi faire avec? La valorisation des données. Et c'est là où j'interviens avec mon deuxième chapeau, qui est l'analyse des données. Donc, aller cruncher toutes ces données-là pour sortir une information utile, pour examiner des tendances, pour guider, pour automatiser, pour prédire. Bref, on fait beaucoup de traitement de données. On essaye d'apprendre des données. Oui, j'utilise l'intelligence artificielle, mais avant d'utiliser l'intelligence artificielle, je vous dirais que le plus gros défi, c'est de nettoyer les données et de les préparer pour les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, on est encore à l'intelligence naturelle. OK? Ça va venir. Je cherche encore une fois des candidats. Défi numéro 3, j'ai écrit vendu parce qu'hier, j'ai embauché le doctorant. Mais quand même, je peux vous parler. C'est un projet en collaboration avec le Conseil national de recherche, l'Université McGill. On parle ici d'une technologie de fabrication additive, le cold spray. OK, c'est du spray à froid. Il n'est pas si froid que ça, il est à 700 degrés Celsius. Donc, l'idée, c'est de pulvériser avec un robot de l'aluminium sur des pièces pour les réparer, pour ajouter une surépaisseur, pour mettre des raidisseurs. Bref, c'est une technologie de fabrication additive. Et comme toute technologie, il faut l'apprivoiser. Alors là-dedans, il y a des métallurgistes, il y a des gens en robotique. Moi, j'interviens comme métrologiste. Mes partenaires ont développé une caméra qui fonctionne très bien à 700 degrés. Elle procure des informations. Notre job, le projet, ce défi, c'est prendre ces données
les convertir en information utile pour aller faire de la rétroaction pour le robot. C'est-à-dire, est-ce que tu déposes à la bonne place? Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il faut en mettre plus? Est-ce qu'il faut en mettre moins? Etc., etc. Okay. Quatrième défi, je suis dans l'état. Parfait. Un autre gros projet en collaboration avec l'Université de Québec en Abitibi et la Polytechnique, les mines. Alors, toujours dans la mouvance de l'industrie 4.0, les mines, c'est un secteur, j'allais dire une bébite à part, dans le sens que il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de choses qui s'appliquent d'une manière différente dans les mines. Okay? Mais encore une fois, la numérisation est rentrée à fond. Et si on veut faire un rêve, I have dream, on rêve d'une mine autonome. C'est-à-dire, il y a très peu de personnes, pratiquement pas de personnes, qui sont dans les mines. Tout est autonome, avec 1 ou 2 centres de commande qui peut être n'importe où dans le monde et qui va gérer différentes mines. Alors, il y a eu un gros défi avant, c'était la connectivité. On n'avait pas de technologie qui permet des communications dans les tunnels 3 km sous terre. Il paraît que ça a été réglé. Demandez-moi pas pourquoi ou comment, mais c'est réglé. La connectivité, elle est là. Et il faut maintenant développer des nouvelles façons de faire pour rendre les mines plus autonomes, plus sécuritaires et plus rentables, bien sûr. Voilà, j'ai terminé. Avez-vous des questions sur ma présentation? Vous avez tout compris, hein? Ça prend juste une personne pour briser la glace. Est-ce qu'il y a du financement? Oui. Non? Donc, ma question sera... Merci Antoine pour cette présentation très intéressante. Ouais. Donc, ma question sera pas sur le financement, mais peut-être sur le recrutement des étudiants. Donc, je vois que tu cherches pour tes projets des étudiants. Est-ce que tu as déjà défini des stratégies pour trouver ces étudiants-là? Est-ce que tu passes par le service des stages, par exemple? Ou est-ce qu'il y a est-ce que tu as demandé au décanat s'il pouvait y avoir une façon de t'aider là-dedans? Est-ce que tu as demandé peut-être aussi avec le service des relations internationales pour aller recruter, par exemple, des étudiants en double diplôme ou des choses comme ça qui viendraient? Est-ce que tu as pensé à comment recruter ces étudiants-là, justement? Toutes ces réponses, ça fait 2 ans que j'essaie de recruter. OK. Chaque semaine, pratiquement, moi et mes collègues, OK, quelque chose que j'ai pas dit, je suis pas tout seul là-dedans, là. On va auditionner minimum 3-4 étudiants et étudiantes. Okay? Mais il y a le marché du travail fait en sorte qu'il y a une énorme pression. Je suis pas le seul, j'ai d'autres collègues. Des fois, on n'aime pas trop, hein, il y a trop d'équations là-dedans. Il y a ça aussi, OK? Bref, chose que j'ai jamais eu comme problème depuis fin 2003. Maintenant, oui, il y a un défi de recrutement. Mais j'essaie par tous les moyens, et si vous avez des questions, vous pouvez m'aider, là. Enfin, je suis là pour ça, hein? OK? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation? Merci pour la belle présentation. C'était très complet. C'est très large. J'avais une question plus précisément sur le volet impression 3D. Cold spray. Cold spray. Est-ce que c'est vraiment de l'impression 3D ou c'est simplement pour ajouter une couche? Est-ce qu'on peut faire plus avec? C'est ajouter des couches. OK, la technologie, c'est un robot avec une buse et on voit à très, très grande énergie, OK, de la poudre d'aluminium et la température est assez élevée pour que ça colle. Donc, c'est vraiment couche par couche faite par un robot. OK, donc je peux pas imprimer, par exemple, une pièce complète. Non. Okay. Puis je trouve toujours rigolo le terme cold spray. C'est la première fois qu'on m'a dit cold, mais finalement, c'est 700 degrés. Okay. Avez-vous un exemple bien concret d'application? Oui, réparer les panneaux d'aluminium, par exemple, dans l'industrie aéronautique, ajouter des raidisseurs, des stiffeners qu'on dit en bon français. OK.
Traditionnellement, ces panneaux-là sont pris par des feuilles de métal et il y a un usinage chimique. Donc, il y a un masque qu'on colle aux endroits où on veut pas que ça part, et on les rend dans des bains chimiques. Alors, je vous dis pas l'environnement là-dedans, là. OK? Et ça sort, et c'est comme ça, on gagne des épaisseurs. OK? Donc, on enlève là où il faut enlever, et on garde là où on va avoir. Maintenant, le paradigme, c'est que je pars de l'épaisseur minimale et j'ajoute là où il faut. Ou, pour X raisons, il faut réparer. C'est une toute nouvelle technologie. Le côté métallurgique, c'est entre les mains de McGill. ETS, on est plutôt pour les caméras côté métrologie. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie. Parfait. Puis, tu sais, je parlais d'infrastructure. Le labo d'Antoine est vraiment bien équipé. Je suis allé le visiter. Là, c'est pas fini. J'attends 2 gros équipements de plus. Ouais, t'es étudiant en génie mécanique. J'aurais voulu travailler dans ce labo-là. Oui, dernière question. Mieux tard que jamais, Ghislain. Merci Antoine pour cette présentation. En fait, j'aurais une question par rapport au premier défi. Oui. Est-ce que, parce que là peut-être on est un peu proche dans le domaine, est-ce que vous allez penser à utiliser, parce que là vous avez parlé les lunettes 3D, est-ce que vous allez dans le sens d'exploiter le digital twin ou le metaverse dans ce cas-là? Pas encore. On en parle avec mon collègue Lucas Hoff. Actuellement, la lunette, c'est une lunette de réalité augmentée. Et juste pour projeter des informations, OK? Et honnêtement, je suis pas tout à fait convaincu de l'utilisation parce qu'on a des partenaires industriels et eux, quand ils les testent sur le plancher, les gens préfèrent encore un écran à côté puis ils voient ça en couleur et puis voilà, OK, allez la porter et ça passe pas encore. Mais pour vendre un projet de recherche, c'est génial, OK? Donc, je le publie comme ça. Parfait. Mais merci beaucoup, Antoine. Merci à vous. Antoine.Tarrant@etsmtl.ca. OK, bien, j'invite Janie à monter sur ça. Bonjour à tous. Bon, là, c'est un peu gênant, ma photo. En gros, le modèle qu'on nous a fourni, il y avait une photo. Je me suis dit, ben, il faut mettre notre photo. En tout cas, on verra pour une deuxième opportunité. Hein. OK, donc aujourd'hui, je suis venue vous parler des berges des rivières. Pourquoi est-ce que c'est important ou intéressant plutôt pour l'approvisionnement en eau potable? Alors, mon nom est Janie, puis je suis nouvellement professeure au département de génie de la construction. OK. Donc, pour commencer, je voulais vous poser une petite question. J'ai mis 5-6 photos ici, 5 en fait. Quel est le point commun? Si vous prenez le temps de les regarder, c'est toutes des photos sur lesquelles on voit un ou des puits de pompage. Avez-vous déjà remarqué le point commun? Peut-être que oui. En fait, ce sont des puits qui sont situés à proximité d'une rivière ou d'un lac. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on serait intéressé à placer un puits de pompage pour s'approvisionner en eau potable à proximité d'un lac ou d'une rivière? En fait, c'est pour combiner les avantages des eaux souterraines et des eaux de surface. Les eaux de surface, elles sont là en grande quantité, c'est facile de les exploiter. Et les eaux souterraines, elles sont typiquement plus, en fait, de meilleure qualité. Alors, la filtration sur berge, c'est la technologie qui consiste à placer un puits de pompage proche d'une eau de surface. Et par pompage, on vient forcer l'infiltration d'eau de surface dans les sédiments. Et là, on bénéficie d'une filtration naturelle. Hein. Si on imagine qu'il y a plusieurs contaminants contenus dans l'eau de surface, au fur et à mesure que l'eau circule dans les sédiments, eh bien, on bénéficie de plusieurs processus physiques, chimiques, biogéochimiques pour traiter l'eau.
c'est beau comme ça, hein, mais en fait, c'est un système vraiment complexe. Lorsqu'on force l'infiltration de l'eau de surface dans le sol par pompage, on induit des changements au niveau des régimes d'écoulement de l'eau dans le sol. On pompe, on arrête de pomper, tout ça, c'est très transitoire. En fait, aussi du côté droite, on peut voir que la qualité de l'eau, comme par exemple la quantité d'oxygène dissous, les nitrates ou bien la quantité de manganèse qu'on retrouve dans l'eau, va évoluer spatialement. Eh bien, elle va aussi évoluer temporellement. Alors, on a une difficulté d'anticiper la qualité de l'eau qu'on pompe. On a une difficulté de se dire, bon, ben dans 5 ans, dans 10 ans, quelle sera la qualité de l'eau que je vais pomper à mes puits de pompage? Et pourquoi est-ce que c'est encore plus important? Ben, au Québec, il y a beaucoup de lacs et de rivières, vous l'avez sûrement déjà remarqué. Il y a de nombreux puits de pompage qui sont situés à une distance inférieure à 50 mètres d'un lac ou d'une rivière. Et aujourd'hui, on n'a pas encore d'inventaire clair du nombre de puits qui sont en situation de filtration sur berge. C'est un projet sur lequel je travaille avec des collègues, inventorier au Québec quels sont les puits dans cette situation. Et l'autre enjeu, en fait, c'est la question des changements climatiques. On se pose la question, quelle sera en fait la réponse des systèmes de filtration sur berge dans le contexte des changements climatiques? Un petit schéma simplifié ici, là, qu'est-ce que ça fait les changements climatiques? On a des changements de température, de précipitation, qui fait que, dans le fond, notre milieu, l'occupation des sols ou les sols naturels vont recevoir des changements au niveau des précipitations et l'eau qui va ruisseler jusqu'aux rivières va éventuellement transporter des contaminants en plus grande quantité. Et on s'attend à ce que les eaux de surface soient de plus en plus polluées et donc impactent toute la dynamique des processus qui ont lieu en filtration sur berge. Alors, pour étudier un peu tout ça, qu'est-ce que je fais? Ben, d'abord, je me rends sur le terrain. Je vais sous toutes les conditions météorologiques à l'extérieur, échantillonner l'eau de surface, l'eau souterraine. On prend ces échantillons et on les rapporte au laboratoire pour ensuite analyser la géochimie ou l'hydrochimie et des composés isotopiques dans l'eau, ce qui nous permet de reconstruire l'histoire de l'eau. Combien de temps elle a passé dans le sol, par où elle est passée. Cette eau-là, c'est deux eaux qui se sont mélangées ensemble, des eaux de surface et des eaux souterraines. Et en tout cas, on reconstruit l'histoire de l'eau à l'aide d'éléments géochimiques et isotopiques pour éventuellement développer des modèles conceptuels, des modèles numériques. Alors, c'est un peu tout ça que je fais. Merci pour votre attention et je vous invite à m'envoyer un courriel ou à vous aventurer jusqu'à la mezzanine M1 pour trouver mon bureau. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bien. Quelqu'un qui a une question? Ça va aller à plus tard. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis super intéressée parce que je connais un petit peu le domaine. Puis je voulais savoir, un puits de pompage par rapport à l'eau d'une rivière ou d'un lac, ça serait quoi la distance idéale qu'il faudrait avoir pour permettre justement un traitement par le sol? Je ne sais pas s'il peut y avoir une distance idéale, peut-être que ça varie aussi beaucoup. Puis après, j'ai une autre question. OK, c'est une excellente question. En fait, c'est très variable. Tout va dépendre du milieu dans lequel on met le puits. Tout va dépendre de la conductivité hydraulique, de la porosité du milieu et aussi des débits auxquels on va venir pomper. Mais typiquement, là, autour des rivières, on a ce qu'on appelle des sédiments alluvionnaires et c'est des sédiments très perméables. Donc, on n'a pas besoin d'une très grande distance pour venir induire l'infiltration de l'eau de surface. Par contre, ici au Québec, on est typiquement dans un schéma où ce sont les eaux souterraines qui vont alimenter les rivières. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que notre débit de pompage va être suffisant dans le contexte québécois où les eaux souterraines sont typiquement vraiment en charge? Il y avait une deuxième partie à ta question. Exactement. Oui, ma deuxième partie a la même question. Est-ce que si, par exemple, il y a une contamination par les cyanobactéries sur les lacs, est-ce que ça peut avoir un effet? Est-ce qu'on peut en retrouver dans l'eau qui va être pompée ou est-ce que le sol fait assez de traitement pour enlever cette contamination-là?
Une autre très bonne question. En fait, c'est tout le défi de cette technologie-là. L'efficacité de traitement est dépendante d'un site à l'autre parce qu'on repose sur des paramètres in situ qui sont hétérogènes dans l'espace aussi. Il y a plusieurs publications en Australie, entre autres, qui démontrent que la filtration sur berge est efficace pour traiter les cyanobactéries. Par contre, il y a d'autres publications qui démontrent que dans certains contextes, il y a eu une propagation des cyanobactéries jusqu'au puits. Donc, c'est un des aspects qu'il faut faire attention avec cette technologie-là, oui. Bonjour, Sarah Courcelle de l'équipe du développement durable. Je me demandais si, puisqu'on sait que les cours d'eau en milieu agricole sont souvent très contaminés, est-ce que, c'est un peu la même question, est-ce que ces contaminants-là vont se retrouver dans les échantillons que vous prélevez après avoir suivi le processus? Oui, une autre bonne question. En milieu agricole, on va retrouver beaucoup de nutriments ou de pesticides, puis encore une fois, il y a des études qui montrent que c'est efficace pour traiter la majorité de ces composés-là. Pourquoi? Parce qu'on a une séquence de conditions redox. On passe de conditions oxiques à des conditions plutôt anoxiques, et cette combinaison des deux types de conditions favorise finalement la dégradation de ces contaminants-là qui sont parfois plus difficiles à traiter avec d'autres types de technologies. J'ai une question. Oui. Justin Gagnon, doyen de la recherche. Qui gère ça? Est-ce que c'est les villes? Est-ce que il y a des industriels? J'essaie de voir qui seraient, par exemple, vos partenaires potentiels. Oui, les municipalités, typiquement. En ce moment-là, par rapport à l'inventaire des puits en situation de filtration sur berge, on travaille avec le MELCC, où il n'y a pas un nouveau nom maintenant, là. On va finir par avoir... Probablement, ils ont tout changé. C'est probablement Fitzgibbon qui est ministre de ça, là. C'est ça. Donc oui, il y a plusieurs municipalités qui opèrent des systèmes comme ça et qui en ont conscience parce que le système a été designé de la sorte, mais il y a d'autres municipalités à qui on apprend via notre projet de recherche que leur puits est en situation de filtration sur berge. Donc, je pense que les partenaires vont se multiplier avec les années. Parfait. Bien, merci beaucoup. OK, prochaine personne à présenter, Wael Jaffar, qui va nous parler de la 6G. De la Terre à l'espace. Parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête à cause de la 5G puis toute la désinformation que. Fait qu'il faut être courageux pour s'attaquer à la 6G. C'est bon? Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est El Jaffar, je suis nouveau professeur au département génie logiciel et TI. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes recherches récentes et la continuité de ça. Alors, je vais vous parler principalement de réseaux mobiles. Mais avant de commencer de parler de réseaux mobiles, je vais vous parler en général d'une statistique assez intéressante. C'est que actuellement, il y a 3 milliards de personnes qui ne sont pas connectées dans le monde. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas d'accès à des services de technologie d'information et de communication. Et si on regarde de plus près au niveau du réseau mobile, en fait, il y a déjà 5% de la population mondiale qui n'a aucune couverture de réseau mobile. Donc, c'est à peu près plus que 400 millions de personnes. Et aussi, ce qui est aussi intriguant, c'est qu'il y a 40% de la population mondiale qui se trouve dans des zones où il y a un certain service mobile, mais que ces gens-là n'utilisent pas. Donc, les questions qu'on se pose, la première, c'est que déjà, comment s'assurer que ces 400 millions de personnes, on va leur fournir une couverture de réseau mobile avec des services intéressants. Et la deuxième, c'est que les 3 milliards de personnes, donc les 40% où il y a une connectivité réseau, comment les faire participer ou bien comment ils peuvent profiter de ce réseau qui est disponible. Donc, si on s'attaque au premier point, en fait, la solution, ça commence par l'extension de réseau cellulaire. Donc, l'extension de réseau cellulaire, de façon classique, on a ce qu'on appelle un réseau terrestre. Donc, ça, vous connaissez. Il y a des stations de base sur des bâtiments un peu partout qui vous fournissent le réseau cellulaire. Le problème, c'est que
Cette technologie, ce réseau, donc, il est coûteux au niveau installation, surtout quand on est dans des emplacements très éloignés, donc éparpillés. Imaginez ça, par exemple, en Afrique, où on a beaucoup de villages qui sont éparpillés dans une zone géographique très large. Et donc, c'est pas économiquement viable pour les opérateurs. Et donc, la deuxième solution, c'est de se fier sur les réseaux satellites conventionnels existants, donc ceux qui se basent sur les satellites géostationnaires. Là aussi, cette technologie, elle est coûteuse. Et aussi, en fait, elle fournira pas une qualité de service acceptable, dépendamment du service qu'on veut avoir. Peut-être ça marcherait bien, par exemple, pour la voix, mais tout autre service, ça deviendrait un peu compliqué. Alors, il y a un nombre de visions qui commençaient à se développer. Donc, en fait, il y a plusieurs visions. La première, c'est de déployer des satellites à basse altitude. C'est un peu ce que fait Starlink. Et donc, ils sont capables donc, de fournir une certaine connectivité réseau. La deuxième, c'est avec la démocratisation de l'utilisation des drones, il y a une vision, en fait, c'est pas encore déployé au niveau commercial, c'est qu'on va utiliser les drones comme station de base cellulaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les drones, on peut les déployer de façon ponctuelle, flexible, et donc pour des missions plus ou moins longues dans le temps. Et la troisième, qui est très très récente, c'est le déploiement, ce qu'on appelle des plateformes à haute altitude, ou ce qu'on appelle en anglais High Altitude Platform Station, pour HAPS. Et ces plateformes, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles se trouvent à une vingtaine de kilomètres d'altitude dans les airs, et leur couverture donc de connectivité, elle est beaucoup plus intéressante que les drones, un peu moins que les satellites, mais elle a beaucoup de potentiel. Et donc, pour celle-là, il y a des gros projets qui se passent, que ce soit, ça inclut Airbus, ou ça inclut aussi un autre concurrent qui s'appelle HAPS Mobile. Et donc, actuellement, ou bien mes travaux récents se sont concentrés beaucoup, donc si vous voyez les cadres verts, sur l'utilisation des drones et l'utilisation de cette plateforme haute altitude. Et ça, donc là, on parle de la première problématique. Pour le deuxième point, donc comment connecter ces gens, les 3 milliards de personnes, où il y a une certaine couverture? En fait, l'idée, c'est de créer de nouveaux services et améliorer l'expérience utilisateur. Donc, en fait, l'évolution des générations de réseaux mobiles, donc de la première, deuxième, troisième, quatrième, donc jusqu'à maintenant, on parle de sixième, c'est que maintenant, on s'en va vers des requis ou bien des critères de réseau beaucoup plus stricts et beaucoup plus ambitieux. On veut avoir une connectivité, en fait, très élevée, on va avoir une couverture 100% de la Terre, par exemple, et aussi, on va avoir des débits très élevés, des délais de communication très, très faibles, et en fait, c'est ce qui va nous permettre de créer de nouveaux services ou bien apporter des services qui sont très pointus à la population. Et donc, cette technologie passera en partie par cette architecture multicouche donc, de réseau qui part de la Terre jusqu'à l'espace. Et donc, on parle maintenant de réseau espace-air-terre intégré, ou ce qu'on appelle Space Air Ground Integrated Networks, ou SAGIN. Et comment, en fait, qu'on va mettre à profit cette architecture, c'est qu'il ne faut pas juste penser au niveau connectivité, ça veut dire lier deux personnes qui se trouvent sur l'un ou l'autre bout de la Terre. En fait, il faut prévoir que ces plateformes-là, elles vont être équipées de plus de technologies, donc elles vont avoir une certaine capacité de calcul informatique, comme les data centers par exemple, et aussi une capacité de stockage élevée, des capacités d'imagerie, de détection et de géolocalisation qu'on va mettre à profit pour créer ces nouveaux services et pour les fournir bien sûr à toute la population mondiale. Et donc, pour mes travaux de recherche, mon objectif, c'est vraiment d'aller développer cette technologie, nouvelle technologie, pour supporter différents services avec donc des requis qualité de service qui sont très stricts et très hétérogènes. Et il y a un certain nombre de défis donc à résoudre dans cette architecture SAGIN, qui consiste par exemple à regarder comment on va gérer les différentes ressources, l'optimisation des trajectoires et tout ce qu'on a besoin en fait pour faire fonctionner toute cette architecture en synergie totale. Voilà, merci tout le monde. Vous avez des questions? J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres questions, mais sinon, oui, j'ai des questions. Mais merci pour cette présentation qui est très intéressante. J'ai vu, dans ta présentation, tu as mentionné qu'il y avait des acteurs dans l'espace space, dans le air puis dans le ground. Est-ce qu'il y a une volonté de ces différentes compagnies ou acteurs qui sont là
pour développer, pour travailler ensemble afin de faire un Space Airground intégré, ou est-ce que chacun travaille dans son petit coin pour, si je sais pas si on maîtrise l'air, de dire, ah ben là, je vais aller maîtriser l'espace, puis le ground, puis je vais avoir mon unique réseau intégré, ou est-ce qu'il y a une volonté de travailler un peu ensemble? En fait, c'est une très bonne question. Il faut dire historiquement que ça a commencé à se développer indépendamment, donc en silo, parce que historiquement, par exemple, les réseaux terrestres et les satellites sont développés de façon totalement différente, et même à la base, les services étaient différents. Par exemple, les satellites géostationnaires, à la base, ils étaient là pour la diffusion télé, donc avant de parler de données, Internet, etc. Et donc, maintenant, le fait qu'il y a des nouvelles visions, par exemple satellite à basse altitude, le HAPS, qui se met entre les deux avec les drones. En fait, l'idée, c'est que il faut que ça travaille ensemble. Ça veut dire qu'ils vont pas se mettre en concurrence. Et c'est ça ce qui est intéressant avec la 6G, parce que je l'ai pas mentionné, mais je l'ai écrit, c'est que on n'a plus une taille unique. Ça veut dire un réseau qui fonctionne pour tout. Non, c'est que vraiment, dépendamment des applications, qu'est-ce qu'on va activer de ce réseau pour fournir ce service pour telle personne qui se trouve à tel endroit sur Terre. Et donc, ça nécessiterait une collaboration entre ces différents acteurs. Et là, on parle même pas des industries qui fabriquent ces équipements. C'est vraiment, on parle aussi des opérateurs qui vont venir derrière. Donc, ceux qui vont fournir les services, comment ça va être géré. Donc, il y a plein d'idées. Je donnerai un exemple très simple. Il y aura par exemple, normalement c'est des accords, des agreements à la base. Ça c'est très très conventionnel. Mais maintenant on parle même des accords dynamiques. Ça veut dire l'échange ou bien le paiement qui se fait entre les différents opérateurs qui possèdent différentes couches de ce réseau. Elle va se faire de façon dynamique et même automatisée si on veut pousser encore plus loin, pour que chacun, à la fin, chacun, il trouve son compte. Voilà. Oui, Simon, en attendant, je vais faire un petit plaidoyer pour ton domaine de recherche. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente qu'une partie de la population n'a pas accès à Internet. Tu sais, c'est sûr que Internet, bon, t'as pas des vidéos TikTok, c'est aussi grave que ça, là, mais c'est pas ça du tout. Là. Imaginez la partie du monde qui n'a pas accès à Internet, n'a pas accès aux nouvelles, ou c'est beaucoup plus compliqué, n'a pas accès à se former, à s'informer sur ce qui se passe. Fait que pendant qu'il y a une partie du monde qui se développe super vite en ayant accès à toute l'information, tu as la partie qui justement est plus pauvre, n'a pas accès à se développer au même rythme. Fait que ça fait juste agrandir les écarts. Fait que quand on parle de sécurité et accessibilité, par exemple, dans nos enjeux, ben pour moi, ça, c'est un exemple de domaine de recherche qui vient exactement répondre à ça, puis que pas avoir l'Internet en 2022, c'est presque la même chose que de dire que t'as pas de route ou t'as presque pas l'eau potable, mais pas loin, là. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Je veux juste souligner que, en fait, c'est connecter un tiers de la population qui n'a pas d'Internet, c'est une des priorités des Nations Unies à travers l'Union internationale de télécommunications, donc les ITU qui s'occupent de ça. Merci, Wael, pour la présentation. C'était super intéressant. Je me demandais une chose avec les technologies que tu nous as présentées pour la 6G. J'ai l'impression que ça implique qu'on va avoir des réseaux qui vont être reconfigurables beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'on va être capable de fournir de la connectivité, assez rapidement fournir une connectivité à un endroit particulier dans le monde et potentiellement, j'imagine, ça veut dire en enlever aussi ailleurs. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut avoir comme impact sur des questions d'accessibilité à l'Internet, par exemple la neutralité du net, des choses comme ça? Pour reprendre la première partie, c'est que la connectivité fait que actuellement, pour fournir une connectivité pour des utilisateurs, c'est pas qu'on enlève à d'autres, c'est que on a une zone de couverture, ça veut dire on a une zone d'action, et généralement on va établir les liens lorsque c'est requis. Donc le cas où on va dire on va envoyer à un autre, c'est que si il y a trop de requêtes et de connectivité et qu'on n'a pas assez de capacité à la supporter en même temps. Donc ça, c'est vraiment des défis technologiques par rapport au fait que
lorsqu'on déploie par exemple des drones ou lorsqu'on déploie des HAPS, c'est quoi ma capacité? Déjà, la capacité, elle se mesure de deux choses, c'est que couverture, généralement, elle est mesurée dans le sens que jusqu'à quel point très loin je peux fournir une certaine connectivité avec quel débit de transmission par exemple, et aussi capacité, ça veut dire c'est quoi ma capacité totale que je peux supporter. Par exemple, dans la 6G maintenant on parle de fournir du 1 terabit par seconde. Donc imaginez 1 terabit par seconde, c'est énorme, on peut diviser ça sur peut-être en même temps sur 10 000 personnes par exemple. Donc c'est un peu ces enjeux-là qu'il faudra regarder, donc c'est un enjeu encore plus technique, plus poussé. Et par rapport à la neutralité d'Internet, honnêtement, j'ai pas beaucoup de connaissances dans ce sujet-là. Mais je dirais que l'avantage ou bien d'avoir cette architecture à un certain moment, c'est qu'elle ne peut que favoriser la concurrence et elle ne peut que favoriser le bien-être de tout le monde. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, Wael. Dernière présentation, Jean-Claude Carret. Oui, c'est toi. Oui, tu voyais déjà ma photo. Écoutez, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Jean-Claude Carret, je suis professeur en génie de la construction. Ça fait maintenant 1 an que je suis devenu professeur ici. Puis, je suis venu ici pour vous parler un petit peu des chaussées, en espérant vous montrer que les nids de poules, les chaussées en mauvais état, c'est pas une fatalité, même ici au Québec. Donc, pour commencer, on va partir avec une mauvaise nouvelle. La photo que vous voyez sur la gauche ici, c'est malheureusement un exemple assez typique de chaussée qu'on peut rencontrer au Québec. Donc, ça a été pris à Montréal, on voit des nids de poules. Donc, j'aimerais donner quelques chiffres pour éclairer un peu là-dessus. C'est pas illusoire, c'est vraiment un mauvais état des chaussées en général. Donc, le ministère des Transports du Québec, lui, estime qu'il y a 29% des chaussées en très mauvais état, puis un autre 21% en mauvais état en ce moment au Québec. Donc, en d'autres mots, on a à peu près la moitié des chaussées qui méritent d'être au moins réhabilitées, sinon reconstruites. Donc, le pire là-dedans, c'est que ces chiffres, depuis 10 ans, ils continuent à augmenter. Donc, l'état du réseau, il se dégrade. Puis, il y a une étude récente qui a chiffré, en fait, le coût que ça a pour les usagers. Donc, le surcoût là qu'on voit, c'est l'entretien qui est lié vraiment à l'état des chaussées qui est mauvais par rapport à des chaussées qui seraient bonnes. Donc, au Québec, on parle de 258 $ par année par véhicule. Pour vous donner une idée, au Canada, la moyenne des autres provinces, c'est 126 $. Donc, on est vraiment un mauvais élève, on va dire. Donc, l'idée là-dedans, c'est de se demander déjà comment on en est arrivé là. Donc, je vais passer rapidement là-dessus, puis comment ensuite on peut améliorer la situation. Donc, sur le comment, il y a beaucoup de raisons. J'essaye de simplifier ça de manière très synthétique. Déjà, on dépense pas assez pour entretenir nos chaussées. Donc, ça, c'est le problème, on va dire, principal. Ensuite, l'entretien qu'on fait, il est pas toujours adapté. Quand, par exemple, on vient remplacer la couche de surface d'une chaussée alors que la structure est endommagée en dessous, c'est pas durable, ça va pas tenir longtemps. Puis ensuite, on a toujours la logique du plus bas soumissionnaire. Donc, les entreprises, elles doivent rester compétitives, puis ça limite un petit peu leur capacité de développer des solutions plus innovantes et plus performantes. Donc maintenant, on peut se demander comment on peut changer ça, comment on peut contribuer à améliorer en fait la durabilité, donc l'état des chaussées dans le temps, mais sans dépenser plus. C'est un peu ça la contrainte. Donc, il existe plusieurs solutions à notre disposition. Puis moi, la solution dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une solution qui est assez connue. Ça consiste à faire de l'entretien préventif, donc plutôt que curatif. Donc, pour imaginer un peu à quoi ça ressemble, là, vous avez un schéma sous les yeux, mais j'aimerais prendre un petit exemple. On va s'intéresser à Martin. Martin, il habite à Longueuil, par exemple, sur la rive sud. Bon, puis il n'a pas de chance, le REM n'est pas encore en fonction, beaucoup de retard. Donc, il prend son auto tous les matins pour venir à l'ETS. Puis un jour, Martin, il a un témoin lumineux orange là qui s'allume sur son auto. Donc, il se pose pas trop de questions, l'auto roule, il continue. Puis quelques semaines plus tard, là, il passe au rouge. Donc, il doit s'arrêter, faire réparer son véhicule, il n'y a plus le choix. Martin, il suit une logique d'entretien curatif, comme on voit là sur le graphique. Puis l'idée, moi, que je propose, c'est plutôt de faire de l'entretien préventif. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on va détecter un endommagement ou un début d'endommagement, il faut agir avec des techniques correctives.
Le problème, c'est que les chaussées, elles n'ont pas de témoins lumineux qui s'allument pour vous dire qu'elles commencent à être en mauvais état. Donc, ce qu'on a besoin, en fait, c'est de développer finalement des moyens d'évaluer en temps réel donc l'état du trafic, puis de fournir cette information de manière simple aux gestionnaires de réseau. Donc, pour ça, moi, une partie de mes recherches, en tout cas, c'est dédié à ça, c'est développer donc un système qui permet ça. Puis j'appelle ça écouter les chaussées. Alors, pourquoi écouter les chaussées? On voit un stéthoscope ici, c'est pour faire une petite analogie. En fait, si vous allez chez le médecin, par exemple, qui veut vérifier votre état de santé, il va utiliser son stéthoscope, il détermine votre rythme cardiaque ou d'autres pour écouter vos constantes. Là, l'idée que moi, je suis dans mes recherches, c'est vraiment de faire la même chose. Sauf que mon patient, à moi, c'est les chaussées. Puis mon stéthoscope, c'est un ensemble de capteurs. Donc, ça peut être des capteurs mécaniques comme des accéléromètres, des jauges de déformation, des capteurs physiques comme donc des jauges de température, des capteurs d'humidité. De les placer soit à la surface du revêtement, soit à l'intérieur du revêtement pour obtenir toute une gamme d'informations donc sur le comportement mécanique, physique de la chaussée. Et donc, les défis qu'on a associés à ça, c'est déjà comment on transmet ces données puis comment on les stocke. C'est aussi comment on analyse ces données de manière intelligente pour fournir de l'information pertinente aux gestionnaires. Et puis, c'est aussi comment on alimente ces capteurs-là. Parce que si on met un capteur dans la chaussée, il faut qu'il puisse être alimenté pendant 10, 15, 20 ans sans éventuellement avoir à intervenir. Donc, tous ces détails techniques sont beaucoup plus compliqués. Je vais les laisser pour des questions, puis pour des personnes qui seraient intéressées. Et puis, je vous invite à me contacter. Donc, si vous avez plus de questions, il y a mon courriel aussi qui est là, puis je suis là pour répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Merci pour la présentation, Jean-Claude. J'allais dire, je pense ici, le cœur du travail technique, c'est l'Internet des objets. Et que le deuxième enjeu, c'est la connectivité. En fait, ça fait partie justement des possibles collaborations justement qu'il faut qu'on ait parce que ces données-là, il faut déjà savoir les interpréter en termes de comportement de chaussée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'information qu'on a? Mais effectivement, après, pour déployer à grande échelle, là, il faut avoir les infrastructures donc de gestion des données, de transmission aussi. Donc, je suis parfaitement d'accord avec ton commentaire, puis j'espère que ce sera l'occasion de collaborer peut-être. Et par rapport à l'alimentation, j'imagine que vous regardez aussi du côté de energy harvesting. Oui, en fait, ça c'est un challenge particulier ici au Québec parce qu'il y a beaucoup de travaux qui se font, par exemple, en utilisant des capteurs qu'on dit piézoélectriques, donc qui vibrent en fait, puis on récupère l'énergie mécanique, on la transfère en énergie électrique. Sauf qu'au Québec, le problème qu'on a, c'est que l'hiver, il fait très froid. Les chaussées sont très rigides, puis ces capteurs, ils se déforment pas assez pour alimenter nos capteurs donc qui sont dans la chaussée. Donc, on cherche aussi d'autres solutions pour alimenter ces capteurs-là. J'aurais dit le soleil, mais il n'y a pas assez. Ça, c'est encore un autre défi, le soleil, pour capter l'énergie solaire. Si on place par exemple, des panneaux photovoltaïques à la surface du revêtement, il y a des expérimentations qui ont été faites, puis c'est pas très abouti comme technologie, parce que le véhicule circule dessus, donc ils vont venir salir, endommager aussi les panneaux, puis ça a une durabilité très restreinte. Okay. En tout cas, on continuera la discussion. Merci. Parfait. Marie-Laure puis moi, on prend les mêmes pilules. Merci pour cette belle présentation. J'ai peut-être une question en deux parties. Première partie de ma question, mais tu y as déjà un petit peu répondu, mais j'allais dire le Québec et le Canada en général a une spécificité de par son climat et justement, j'imagine que ça amène plein de défis par rapport à la route puis à ces capteurs-là. Comment est-ce que c'est pris en compte dans tes recherches justement le fait qu'on a des hivers longs et froids, plein de neige, puis que ça doit pas être évident pour mesurer les données sur les routes? Effectivement, c'est très challengeant. En fait, il faut savoir, un matériau de chaussée, c'est très complexe. Donc, pour faire ça simple, à haute température, ça ramollit beaucoup, ça devient plus mou. Puis à basse température, ça se rigidifie énormément. Donc, le comportement du matériau, il est fortement influencé par la température. Puis, on n'a pas les mêmes problématiques à haute et basse température. Donc, à haute température, par exemple, il risque d'y avoir de l'orniérage avec le passage des camions ou des véhicules lourds. À basse température, c'est plus de la fissuration thermique qui va arriver parce que le matériau est fragile. Donc, quand on cherche à instrumenter la chaussée, il faut chercher les bons capteurs pour aller chercher l'information à la fois sur ce qui se passe à haute et basse température.
Mais effectivement, au niveau, après, si on parle des problématiques plus d'alimentation, voilà, c'est un peu la réponse que j'ai faite avant. Ça nous limite, entre guillemets. Donc, on cherche des façons, par exemple, de programmer les capteurs pour qu'ils s'allument à intervalles réguliers, mais pour éviter de consommer en permanence de l'électricité. Donc, il y a vraiment plusieurs stratégies, mais oui, le climat, il nous aide pas, ça c'est sûr. Par contre, contrairement à une croyance très populaire, j'aimerais bien dire que le climat n'est pas responsable de l'état des chaussées au Québec, hein. Il y a des voisins, leur climat n'est pas meilleur, là, si on va en Ontario, puis leurs chaussées sont quand même meilleures en général. Donc, oui, on peut prendre cette excuse, mais on a aussi du travail à faire pour améliorer la situation. Merci pour ça. Puis la deuxième partie de ma question, c'est est-ce qu'il y a une volonté, là, je ne sais pas si les chaussées, c'est responsabilité provinciale ou municipale, là, mais est-ce qu'il y a une volonté gouvernementale de trouver des solutions à ça, à ces problèmes de chaussées-là, ou pas encore, ou est-ce qu'il faudrait faire du lobbying ou plus de push ou... Ben, je veux pas me faire trop d'ennemis dans ce que je vais dire. On est entre nous, là. Ça sort pas d'ici. Mais concrètement, en fait, les routes au Québec, il y a une juridiction provinciale, donc c'est le MTQ pour de toutes les routes, on va dire, principales. Puis ensuite, le réseau secondaire, c'est les municipalités essentiellement qui les gèrent. Puis, est-ce qu'il y a une volonté? Ben, sûrement sur le papier, mais dans les faits, on est quand même 8 professeurs au laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux. On a plusieurs projets de recherche en ce moment. On en a 0 avec le MTQ. Donc, je pense que ça résume bien. On n'a pas beaucoup de collaboration avec eux et du coup, la volonté, on peut plus faire des choses intéressantes, entre guillemets, quand on est avec les municipalités qui sont plus volontaires pour essayer un peu des choses alternatives. Oui, bonjour. Est-ce que vous vous intéressez aussi à l'effet des capteurs quand vous les mettez dans l'enrobé ou vous laissez ça à vos autres collègues, comme je vois Diego? Non, c'est une excellente question. Puis certains d'entre vous sont comme moi en train de finaliser ou bientôt leur demande découverte. Puis c'est l'objet de ma demande découverte justement, c'est d'aller regarder parce qu'on se pose effectivement peu de questions. Il y a beaucoup d'études où on cherche à faire ce genre de choses, là, instrumenter la chaussée avec différentes techniques, mais pas grand monde qui réfléchit à quelle est la conséquence sur le comportement de la chaussée en elle-même. Donc, c'est un aspect sur lequel je veux travailler également. Parfait, ben merci beaucoup. Merci. Bon, ben ça met fin. Je vous invite 30 novembre, prochaine édition de Avis de recherche. Donc, on a 5 autres professeurs qui vont présenter le 30 novembre. Tendance à dire, si vous avez apprécié, parlez-en à 3 personnes qui vont en parler à 3 autres personnes. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis d'aller prendre une marche dehors. Il fait beau. Donc, merci beaucoup. Bye bye.